bienvenue chez moi, faites comme chez vous. Et cette fois-ci, nous sommes vraiment chez nous puisque nous sommes à l'ULB pour notre, hélas, dernière émission de Bruxellaire. Alors pour clôturer en beauté, c'est une équipe 100% féminine qui vous a concocté de belles surprises. Cette semaine, Adja Kiyaku et Safia Bimen ont lancé la fléchette pour Vogelpick. Elles ont atterri en pleine forêt de Soigne, au sud de la capitale, où elles ont rencontré un rat des champs et des villes plutôt étonnants. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 4e numéro du Vogelpick. Cette semaine, la fléchette nous a conduit à Madou. Mais attention, nous sommes bien loin de la commune de Saint-Josse. Le Madou dont il est question aujourd'hui prend un X et se trouve dans la commune de Woluwe-Saint-Pierre. Je m'apprête maintenant à arpenter le quartier pour voir ce qui s'y fait de beau. Suivez-moi. Nous avons donc atterri à l'arrêt tram Madou en face de l'avenue qui porte le même nom. Situé à Woluwe-Saint-Pierre, le quartier est assez cossu, calme et tranquillité sont les maîtres mots. C'est ici que l'on retrouve l'ICHEC, une grande école de commerce. Mais aussi, à quelques pas de là, la forêt de Soigne, ce poumon vert périurbain. Pour Bruxelles, 8 gardes forestiers sont mobilisés. Certains, comme Bart, vivent en forêt, ce qui nous a donné l'envie de découvrir ce que cela fait d'être un policier de la nature en zone urbaine. Alors je me trouve devant la maison de Bart Stewart, un garde forestier dans la ville qui a accepté de nous faire découvrir son quotidien. Bonjour. Entrez. C'est avec son épouse et leurs 2 enfants que cet ancien électromécanicien de 38 ans habite en forêt de Soigne depuis bientôt 6 ans. À peine arrivés et les présentations faites, nous devons déjà partir sur le terrain. En effet, une équipe d'ouvriers forestiers nous attend pour l'abattage d'un arbre. Une opération que Bart doit superviser en tant que garde forestier. L'occasion pour nous d'échanger un peu. Et qu'est-ce que ça fait d'exercer un tel métier de garde forestier en pleine nature, à 2 pas de la ville? Est-ce que vous vous sentez des fois isolé? Non, pas isolé, parce qu'on a, avec une jambe on est en forêt, l'autre jambe peut parler comme ça. Vous êtes souvent en ville ou... Non, pas souvent, mais on est confronté avec les 2 mondes. Et votre famille, elle partage votre amour pour la nature? Je peux m'en parler pour moi-même, oui, pour ma famille, c'est sûr, pour ça il n'y a pas de problème. Ils sont aussi contents de vivre si près de la forêt, ils aiment bien, les enfants ils sont très contents. Arrivés dans la zone concernée, nous pénétrons dans la forêt voisine des riverains. Les ouvriers forestiers sont déjà prêts à abattre un arbre rongé par les champignons et qui menace de s'effondrer sur les habitations. Les tronçonneuses tournent déjà à plein régime. Est-ce qu'il y a un danger pour vous de vous trouver ici quand on abat un arbre comme ça? C'est sûr, on doit aussi pour les ouvriers, bien sûr celui qui utilise la tronçonneuse, mais il y a toujours un risque, on essaye de prévoir tous les risques possibles, mais parfois il y a des branches mortes qui tombent, là il y a d'autres branches encore qui peuvent. Le lendemain, le rendez-vous est pris pour un martelage en forêt avec la présence d'élèves bio-ingénieurs. L'exercice du martelage consiste à marquer les arbres que l'on va supprimer et dont on va mettre en vente le bois pour laisser la place aux plus beaux. Une gymnastique dont j'ai voulu évaluer moi-même la complexité. C'est bien. Oui, mais il faut juste ranger les côtes. Ces opérations se passent sous le nez des habitants locaux, une situation parfois délicate. Et ça pose des problèmes avec des riverains des fois? En tout cas, ils essayent tous de qu'on enlève un maximum d'arbres. Il y en a un spécialiste là plus loin, alors là, il va écrire la semaine prochaine, ça peut faire ça. Martine est la seule femme à occuper le poste de garde forestière en région bruxelloise. Cette dernière affectionne tout particulièrement sa vie au plus près de la nature. Je suis très mal à l'aise dans le métro. Je Ah, suis très mal à l'aise là où il y a du monde. Oh non, moi j'ai toujours vécu très isolée, sans voisins. Donc je ne pourrais pas vivre avec des gens, des voisins autour de moi. Si la cohabitation avec la forêt est pénible pour certains Bruxellois, pour d'autres, elle se révèle être un sacré avantage. vous venez souvent en forêt de Soigne pour courir comme ça? Tous les jours, oui. Et vous trouvez ça pratique effectivement que la forêt se trouve juste à côté? Oui, je vis à 1 km et demi. C'est pratique, c'est plus sain aussi que de courir sous le trottoir. Ah oui, vous êtes de quelle commune vous? Culatte. D'accord, d'accord. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Dans tous les cas, les 4400 hectares que compte la Hétré cathédrale et ses gardes forestiers ne sont pas prêts de déménager. Quant à moi, je profite aussi du cadre, espérant trouver une sortie qui me conduira pas trop loin de chez moi.
Pour Turn on the Light, les filles ont voulu relever le défi une fois de plus. Elles vous font découvrir un art que tout le monde voit, mais que peu connaissent. Pour vous, mais un peu aussi pour elles, Bérangère McNice et Laurence de Nice vous emmènent jusqu'à la limite de la légalité dans les coins sombres de Bruxelles. La nuit vient de tomber et on se trouve ce soir à Ixelles où on a rendez-vous avec un groupe de taggeurs bruxellois. Alors plusieurs fois par semaine, ils arpentent les rues de Bruxelles pour marquer la ville de leur empreinte. Quelles sont leurs motivations? Quels sont les dangers qu'ils encourent? Ils vont tout nous expliquer ce soir. L'action se passe à la gare d'Etterbeek. On vient de les voir taguer le mur, c'est juste là. Il est 10h30, il y a encore plein de gens sur les quais et toutes les voitures qui passent. Des gens s'arrêtent pour regarder mais il n'y a pas eu de problème, pas de policiers, rien ne s'est passé du coup. Ils sont assez contents. Toi, ça fait combien de temps que tu tagues? Ça fait plus de 5 ans. C'est souvent spontané, c'est des trucs qui commencent quand on est jeune. C'est souvent une histoire de plaisir et de délire. Et puis il y a des gens qui se retrouvent par affinité, des amis d'enfance, ou des gens qui sont ensemble à l'école, ou plus tard qui sont ensemble au boulot, enfin voilà. Et puis voilà, le but est d'avoir une plus grande popularité sur un territoire donné, avec un nom. Donc souvent les gens ont leur propre nom, leur blaze individuelle, qui après vont signer à côté avec le nom du crew. Donc le tag c'est juste la signature, c'est juste le fait d'apposer sa lettre avec un style ou un autre. Ça c'est un bête tag, et puis après il y a le graffiti, qui est la composition, donc c'est une fois qu'on fait une lettre, avec un remplissage à l'intérieur, avec un contour, avec un surcontour, des effets, etc. Quand on a un graffeur, ça commence sur les bancs de l'école, toute la journée, sur papier quand on rentre, dans la poussière, avec la buée, sur la fenêtre du bus, voilà. On est constamment actif dans notre tête ou avec nos mains, mais on est constamment actif. Est-ce qu'il y a des endroits où c'est légal de taguer à Bruxelles? Alors à Bruxelles, non, c'est très très compliqué, il n'y a pas vraiment d'endroit légaux. Le seul endroit, la réponse classique, c'est l'IRNRP, donc sur les ponts d'autoroute en direct. Voilà, mais c'est semi-légal, c'est légal le jour. Donc la nuit, on peut se faire arrêter par exemple. C'est légal parce que eux, ça leur sert par exemple de faire une base de données, donc savoir qui est actif en ce moment, savoir qui évolue dans quel genre de style, etc. Donc ça leur sert, mais en tout cas la politique publique n'est pas du tout de mettre à disposition des espaces d'expression, vraiment pas. Si on compare à d'autres villes comme Paris, etc., ou n'importe quelle autre ville, ils sont tous depuis très longtemps dédiés plein d'espaces, des squats, par dizaines. À Bruxelles, il n'y en a jamais eu. Est-ce que la police bruxelloise elle est clémente avec les taggers ou pas? Non. Si tu te fais choper, ils sont pas cléments, tu payes. Tu parlais d'une cellule graffiti, il y a une cellule graffiti qui est dédiée au graff à Bruxelles. Ouais, donc la plupart des grandes villes en Europe, dans le monde, etc., ont assez vite développé une cellule spécialisée. Donc ils vont d'une part faire la fameuse tagothèque, donc la bibliothèque des tags, on va répertorier par blaze, par date, par quartier, avec tous les critères possibles, voilà, le plus complet possible, pour que le jour où une personne X se fasse arrêter en flagrant délit, on puisse ressortir le dossier, avec toutes les amendes, l'historique, ça peut servir de preuve, voilà. Toi tu crois que t'as combien de tags dans Bruxelles? Je sais pas, ouais, 2-3 000 quoi. Qu'est-ce qu'on risque si on se fait attraper? Une fois de plus, c'est très variable, ça dépend ce qu'on a fait, ça dépend le fait qu'on soit très vandale ou pas. Après, il y a des gens qui sont très vandales, mais qui vont viser justement que les supports qui sont déjà graphiés depuis longtemps, où les gens ne portent pas plainte systématiquement, etc. Donc ça dépend de l'endroit où tu l'as fait, selon que tu sois dans une commune ou une autre. La commune met des amendes de valeur différentes, donc ça va de quelques dizaines d'euros le mètre carré à plusieurs centaines d'euros le mètre carré. Toi t'as déjà eu des accidents? Personnellement, non, j'ai déjà assisté de près ou de loin à des scènes dramatiques, ouais. Il y a des morts, ouais. Tu me parlais de l'aspect vandale et presque un peu voyou en fait du tag. Est-ce que c'est un truc que vous revendiquez ou bien justement au contraire il y a un autre aspect à ça plus artistique? Le côté révolutionnaire, voyou comme tu disais, c'est... Maintenant c'est plus des casseurs avant. Quand on regarde des vieilles vidéos de graffiti hip-hop à Paris ou que sais-je, ou par exemple encore maintenant en Russie, ils aiment bien ça aussi. Ils te font 150 tags au mètre carré, ils te remplissent un wacon avec 300 tags, après ils cassent les vitres, ils vident les extincteurs. À Bruxelles, le côté casseur dans le graffiti est beaucoup plus estompé. Quand ça naît en Amérique, le but est de marquer son territoire. Ça se passe par la violence, par la drogue, etc. Et aussi par le graphe. Maintenant, on n'est plus du tout dans ce délire-là. On va dire que le graffiti, c'est exister un peu plus que quelqu'un d'autre. Être
être un peu plus présent, un peu plus là, marquer mon temps, marquer ma vie, et voilà, exister plus que sortir du troupeau. La semaine dernière, le responsable des vins chez Carrefour nous a posé une question qui taraude pas mal de fêtards bruxellois qui laissent leur voiture chez eux. Safia Bimen et Adja Kiakou sont partis en métro, bien décidés à obtenir une réponse. Mais sinon, genre là, je rentre de Londres et il y a des bus toute la nuit, c'est folie. Et là, à Bruxelles, c'est la loose. Bien le bonjour, nous sommes dans les bureaux de la CIB pour pouvoir répondre à votre question. Est-il possible que les transports publics fonctionnent 24 heures sur 24 ? Pour cela, nous avons rendez-vous avec Françoise Ledune, la porte-parole de la CIB. Voir le jour d'un transport de nuit tous les jours, ça ne se fera pas dans une ville comme Bruxelles, en tout cas pas dans les prochaines années, puisque la demande n'est pas là. Il faut avoir une demande suffisante pour mettre en place un service, sinon c'est inutile, c'est du gaspillage et c'est inefficace. Donc maintenant, les travailleurs de la CIB sont prêts à travailler de nuit, puisqu'il y a un réseau Noctis le vendredi soir et le samedi soir. Et on a essayé de trouver un moyen complémentaire qui était le système Collecto, qui correspond mieux à la demande. Vous êtes un collecto ? Vous êtes quoi ? Vous êtes un taxi tout court ? Nous sommes dans le quartier estudiantin d'Ixelles. Le dernier transport passe à minuit 14, mais ce n'est pas grave. Il y a pour cela le bus de nuit, le Noctis, mais il ne fonctionne que le week-end. Pour pallier cela, il y a le Collecto, qui est le taxi collectif de nuit, qui fonctionne entre 23h et 6h du matin, pour un prix entre 5 € et 6 €. Pour nous éclairer la lanterne, rendez-vous avec le porte-parole de la ministre Groels, la ministre des Transports bruxellois. Mais je vais peut-être attendre le lendemain matin. Voilà, posons les questions à Monsieur Van Stapel, le responsable presse de Madame Groels, ministre des Transports. Des estimations nous apprennent que ça coûte 10 millions d'euros par an pour faire rouler le métro juste à une heure plus longue que maintenant. Donc c'est un problème. Donc c'est le problème financier. Mais il y a aussi un autre problème pratique. Pendant la nuit, on fait l'entretien du réseau de métro. Économiquement donc pas rentable pour la région bruxelloise de faire fonctionner ces transports en commun 24 heures sur 24. Le risque est que les bus transportent plus d'air que de bruxellaires. C'est sur ce jeu de mots pourri que l'on se quitte. Et si comme moi vous avez été recalé plusieurs fois au permis de conduire, vous avez toujours le vélo pour vous dépanner. Chers Bruxellaires, ça sent déjà la fin. Un énorme merci de la part de toute l'équipe de nous avoir suivis pendant ces 2 mois. On espère se revoir bientôt, mais en attendant, on ne se quitte pas encore tout à fait puisque vous aurez accès dès jeudi prochain à notre making-of sur notre page Facebook et sur notre site internet. Allez, ce n'est qu'un au revoir.